Canada, vous voyez un peu la côte polaire avec le Groenland, et puis deux sites. L'un qui me tient à cœur, qui est Kangerlussuaq, sur le détroit d'Hudson. Et un petit peu à sa droite, je ne l'ai pas marqué, se trouve l'ancien campement qu'on appelait Quartak. La traduction n'est pas très politique. Là où il y a des vers intestinaux. Bon, sans doute que quelqu'un, Inuit ou blanc, qui était arrêté et qui avait laissé des traces. En tout cas, mon tout premier voyage, ça a été là, j'avais 18 ans, en plein hiver, au mois de janvier, aidé un peu par des missionnaires qui nous mettent en rapport avec des avions. Il y avait un camp du Québec de la Commission des eaux courantes, je ne sais pas ce que c'est, c'était ce qu'il y avait avant l'Hydro-Québec, ça s'appelait Quebec Stream Commission, qui mesurait le niveau des lacs et des rivières en vue de harnacher des cours d'eau pour développer de l'énergie hydroélectrique. En 1955, vous imaginez, il y avait des plans à Opalo qui devait être un grand centre, un grand port maritime pour exporter le minerai de fer vers l'Allemagne. Krupp et d'autres grands intérêts allemands investissaient, on parlait de prolonger le chemin de fer qui allait à Schefferville jusqu'à Côte-d'Ivoire, de développer à Opalo, et c'était un développement, c'était du temps du PC. Et je rappellerai, on l'a évoqué ce matin, il est mort à Schefferville. Et ben, je me suis retrouvé à Schefferville comme aide-dynamiteur, je voulais remonter en Rakutane jusqu'à Côte-d'Ivoire. Et puis finalement, le hasard m'a aidé, un avion en pleine distance s'est posé, puis m'a emmené à Fort Chimo, comme on l'appelle. Et le missionnaire m'a mis en contact avec un pilote d'avion qui allait ravitailler une base à 40 km de Kangerlussuaq. Kangerlussuaq est à peu près là, Côte-d'Ivoire est à peu près là, et Quartak était ici, tout à fait au bord de l'Atlantique. Et donc ça, c'était mon premier hiver. Alors, Kangerlussuaq, pourquoi? Là, j'ai passé plusieurs années de ma vie, et surtout, j'y ai rencontré une femme extraordinaire, Mitajuk, son vrai nom Inuit, on y a rajouté Napaaluk, le nom de son mari, et Atassi, le nom de son père. Cette femme, c'est d'elle que je tiens ma première sensibilité à propos du genre. Il n'y avait pas de garçon dans sa famille, son père avait une santé un peu fragile, et c'est elle qui accompagnait son père, qui chassait, qui pêchait, qui construisait des igloos, qui conduisait des traîneaux à chiens, qui savait manier le kayak. Et elle avait, grâce à ça, acquis une capacité linguistique étonnante. Elle connaissait tout le vocabulaire masculin, c'est-à-dire que les hommes utilisaient dans leurs activités, et tout le vocabulaire féminin que les femmes utilisaient. Et un missionnaire, un vieux missionnaire, le père Schneider, qui a fait le premier grand dictionnaire inuit français, qui a été traduit, qu'on a publié en presse, l'avait pris pour l'aider. Un dictionnaire, il faut du vocabulaire. Et alors, un jeune missionnaire, le père Le Chat, qui est toujours en vie, très vieux, il était à Ottawa, et est arrivé là, il voulait se perfectionner dans la langue, il a remarqué les talents de cette jeune femme, il lui a demandé d'écrire le plus de phrases possible, des phrases avec le plus de mots possible, pour avoir du vocabulaire, et puis voir les mots situés dans les phrases. Alors, il a écrit un premier cahier, puis on dirait un téléphone, c'est un peu cahier, et puis il en a donné un deuxième, mais là, elle a réinventé le roman en situant des personnages dont elle avait entendu parler quand elle était jeune, au moment d'arriver des premiers blancs. Et elle raconte ça. Et lorsque je suis arrivé à Côte-d'Ivoire, le missionnaire qui avait été muté à Côte-d'Ivoire pour créer une nouvelle mission,
avait emporté le manuscrit avec lui, m'a lu quelques pages qui m'ont fasciné. Et alors quand je suis revenu, 4 ans après, avec, pour ma thèse d'anthropologie, après des cours suivis à Montréal, on venait de créer un programme d'anthropologie, j'ai retrouvé Micardioc. Et j'avais dit, est-ce que je peux essayer de continuer à faire écrire? Il m'a dit, mais bien sûr, et puis si vous persévérez dans vos recherches, je vous confierai tout le manuscrit que j'ai déjà pour qu'elle le complète, parce qu'il y a des morceaux qui ont été interrompus par des évacuations médicales. Et je lui ai donné un cahier qu'elle m'a rempli, et peu à peu, elle est devenue ma principale informatrice, et elle m'a complété ensuite le manuscrit de son roman, que j'ai réussi à faire éditer chez Stanley en 2002, et qui était un best-seller au Québec. Il y en a un exemplaire là-bas. On peut le trouver encore, je pense, par Amazon, mais il est épuisé chez l'éditeur. Il a été traduit en anglais par l'Université de Manitoba et l'Institut Avatar. Donc, il existe aussi maintenant une version en anglais. Et donc, Micardioc, dans ses écrits, elle m'a fait, j'ai 600 pages d'ethnographie. Et un jour, je lis, je l'ai enregistré bien sûr, il y a parfois des bébés qui, quand ils naissent, on constate que leur sexe a changé en naissant. Et on appelle ça des sypinites. Alors, soit un garçon qui se transforme en fille, à ce moment-là, on voit un petit pénis, on ne sait pas trop, est-ce que c'est un pénis, est-ce que c'est un clitoris, on ne sait pas trop s'il y a une vulve, alors parfois ça dure une journée, 3 jours, un peu plus, mais un certain nombre d'individus, alors elle me décrit, ça existe, ça m'a été confirmé dans d'autres villages, dans tout le monde l'a dit, tout le monde sait ce que c'est qu'un sipinac, ou une sipinac qui est décipinée. Alors je découvre là une réalité, et puis je vois déjà avec son cas une femme qui chasse, qui pêche, qui fait des igloos, en même temps, mère de famille, épouse, et je commence à m'intéresser. Et peu à peu, je découvre que mon positionnement, mon père a été absent pendant 2 ans de la guerre, il était parti au front, il est revenu 2 ans après, je l'ai reconnu quand il est revenu, j'avais 4 ans quand il est parti, et donc j'ai été élevé dans un milieu féminin. J'avais des sœurs, il y avait ma mère, on était tous 2 vieilles tantes, pendant une partie de la guerre, et donc j'ai appris à tricoter, j'ai appris à coudre, j'ai appris à cuisiner, vous savez, les enfants jeunes qui veulent paraître grands, ils apprennent vite. Quand mon père est revenu, il a pris un peu en charge mon frère, moi-même et mon frère cadet. Et puis, gymnastique tous les matins, à la dure, j'avais quand même quelques années de guerre, des officiers de cavalerie, dans l'artillerie à cheval. Bon, et peu à peu, j'ai découvert que ce profil de gauchis contrarié et d'avoir eu une éducation en partie féminine et en partie masculine, me mettait dans la même situation que des gens comme Micardioc, que les Sipinites, et puis peu à peu, j'ai découvert dans le village de Canberra-Sud-Blanc des enfants travestis, petits adoptés, qui étaient coiffés à la garçonne, habillés en garçon, au point qu'à l'école, l'instituteur était persuadé que c'était un garçon. J'ai vu des cas plus tard, une institutrice qui avait dans ses élèves un garçon, déjà une dizaine d'années, puis un jour l'infirmière vient, elle voulait que 4 enfants viennent à l'infirmerie pour faire une prise de sang, contrôler je ne sais quoi. Et elle met le nom de cette personne avec son numéro de disque, qui était le moyen d'identifier les gens, parce que les Kralina n'arrivaient pas à écrire les termes inuits déjà à les prononcer, c'était difficile, donc il les déformait, et il leur avait donné des numéros
comme pendant la Première Guerre mondiale, les Anglais avaient fait avec leurs soldats, ils leur mettaient un bracelet avec un numéro. Alors, il y a des Inuits qui ont dit, mais vous voyez, on nous traite comme des chiens. Non, c'était une attitude militaire de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Alors, l'instituteur dit, mais non, cette personne, c'est un garçon. Non, c'est une fille. Alors, le professeur, un peu vexé, convoque la mère de l'enfant, bien connue, c'était la femme du plus grand raconteur de mythes. Elle vient, l'instituteur lui dit, écoutez, vous direz à votre fille, il faut plus qu'elle aille à la toilette des garçons. Vous voyez notre conception binaire des filles, toilettes des garçons. Alors, la mère dit, écoutez, ma fille est un garçon et c'est pas vous qui direz le contraire. Ben, l'instituteur a démissionné de sa poste. Il a bien fait, il ne supportait pas. Et alors, vous voyez les limites de notre vieille civilisation historique, des siècles, des millénaires, une pensée brillante, des productions, des technologies, face à la vie d'un petit peuple, mais qui avait construit la sienne sur d'autres bases et sur cette base asiatique. Bon, j'ai dû dépasser déjà un peu mon temps. Je vais passer les images très vite. Donc, Igloolik, ça a été ma destination suivante. Parce que c'est un village très haut, assez central, peu accessible par les bateaux, et qui avait préservé, jusque dans les années 40, même, il y a eu en 45 encore des chamans vivants, et une tradition qui était restée beaucoup plus présente que dans le Nunavik. Alors, j'y suis allé en 71, et depuis 71, j'ai décidé de laisser toutes mes recherches qui avaient duré plus de 10 ans. J'avais recueilli des milliers de pages de textes en inuktitut, des gens qui n'avaient jamais été à l'école, mais qui avaient appris l'écriture syllabique, une sténo. On écrit aussi vite qu'on parle. Et quand j'ai vu ça, eh bien, tous les aînés, je discutais avec eux, je faisais de leur généalogie, et puis, d'après ce qu'ils me racontaient, je leur disais, on va marquer ça sur le cahier, et vous me développerez ça, les souvenirs, à votre façon, à votre rythme. Je leur laissais une enveloppe, et puis on s'était arrangé pour qu'ils aient une petite rétribution pour leur travail. Enfin, on en a discuté collectivement. Et j'ai accumulé des milliers de pages qui sont maintenant numérisées à l'Institut culturel Inuit. Ils ont édité plus de 400 DVD, or, vous savez, qui peuvent servir de master. Et puis, ils envoient dans les villages des copies dans chaque village de ce qui a été enregistré chez eux, ce qui fait que les familles, les descendants, les petits-enfants peuvent consulter ça. Alors, Igloolik est devenu le deuxième lieu fantastique pour moi, et ce film dont on vous a parlé, Art Cirque, c'est à Igloolik qu'a été créé le premier cirque inuit pour lutter contre le suicide chez les jeunes, qui est la dernière partie de mon titre. Mityajo, voilà la fameuse. Je voulais que vous la voyiez. Sous l'igloo, la lampe à huile, la théière un peu pleine de suie ou le thé bout. Puis on voit en même temps le biberon avec un peu de lait. Ce n'est pas son enfant, c'est un enfant de sa sœur. Et je lui rends hommage. Ça a été ma professeure d'Inuktitut pendant des années. J'ai passé donc plusieurs années avec elle à traduire son œuvre. La deuxième, Iradli York, fille de chaman, femme de chaman, avec qui j'ai eu des expériences ethnographiques extraordinaires. Ici, elle fait la grimace au soleil quand il réapparaît à la mi-juin, à la mi-janvier, excusez-moi, après avoir disparu à Igloolik pendant plusieurs mois.
un peu plus de 2 mois. Quand vous voyez réapparaître le soleil, on lui fait une grimace, donc côté, la face triste d'un côté et la face réjouie de l'autre. Tout ça pour se moquer du soleil, pour qu'il se fâche et qu'il ait envie de vous darder de ses rayons, qu'il apparaisse un peu plus, qu'il monte un peu plus pour vous éclairer, car on a toujours peur quand le soleil disparaisse, que ce soit la fin du monde, qu'il ne revienne plus. Tous les animaux migrateurs sont partis, les oies, les canards, les ptarmiganes, etc. On se demande s'ils vont revenir. On se demande si la vie va revenir. On organise des grandes cérémonies, des rituels pour réamorcer la vie. Alors, à gauche, la lune circumpolaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Peut-être pas. Eh bien, vous allez l'apprendre. Au-delà du cercle polaire, la lune, quand elle est pleine, ne se couche pas pendant plusieurs jours. Et elle suit un cycle de 19 ans, qu'on appelle le cycle de Méton. Les Grecs avaient trouvé ça déjà, qu'il y avait un phénomène qui revenait tous les 19 ans. Alors, évidemment, ils n'avaient pas d'expérience du cercle polaire, mais ça m'a fasciné et j'ai eu la chance de trouver. Alors, à droite, c'est le nouveau soleil qui réapparaît avec le problème de diffraction, etc., vers le 18 janvier. Et le soleil est féminin, lune est masculine. Alors j'ai séparé en deux. Or, dans des représentations qu'on trouve en Alaska, une face riante est une face mâle, et une face triste est une face femelle. Alors, bon, on aurait tendance à dire, ah ben ils charrient quand même, ils se mettent le bon côté, le bonheur d'un côté, puis la tristesse de l'autre côté. Ne jugeons pas trop vite. Vous savez, faites des grimaces, apprenez à en faire. On ne peut pas en faire de 36 façons. Alors, bon, il y a un choix qui s'est fait là, mais vous verrez que l'équilibre des genres était beaucoup plus reconnu chez les Inuits que dans nos sociétés à nous, où on est encore très loin de l'égalité salariale pour les tâches féminines, et surtout qu'il y a ces individus qui chevauchent la frontière des genres et qui viennent, qui sont les médiateurs. Autre phénomène que je veux quand même vous montrer, parce que vous n'en avez sans doute jamais entendu parler, un parélie. Hélie de Hélios, le soleil. Quand le soleil réapparaît, et j'en ai vu une fois à Igloolik, j'ai eu cette chance en février, je pense que c'était en 2008, j'étais avec mon fils, on était remonté sur une colline, puis à un moment donné, je me retourne et je me dis « Oh, un parélie !» J'en avais entendu parler dans les analyses de mythes de Lévi-Strauss. Je ne vous ai pas dit que pendant 7 ans, j'ai été assistant de Lévi-Strauss, qui un jour s'est fait dire par un de ses amis que j'avais une présentation du système de parenté qui contredisait ce que lui avait écrit dans Anthropologie structurale, où il disait « Les Esquimaux sont de grands technologues, mais de pauvres sociologues. Les aborigènes australiens, c'est le contraire. » Et moi, j'avais montré avec les noms, le changement de genre, le travestissement, que c'était d'une... Vous savez, pour arriver à s'en tirer, quand toute la famille appelle le petit garçon grand-mère, ou un autre enfant, un jour, est habillé en garçon, le lendemain en fille, parce qu'il a dans ses noms, il réincarne plusieurs personnes. Il faut vraiment être fort, j'allais dire, en algèbre, pour savoir quoi répondre, comment appeler l'enfant, parce que divers individus ne vont pas l'appeler de la même façon. Alors, ce parélie, je voulais vous le montrer, si vous regardez bien, il y a comme 3 autres soleils, il y a comme un arc-en-ciel qu'on distingue, avec à droite en bas une espèce de reflet du soleil, en haut aussi, puis à gauche aussi. Et s'il montait plus haut, il y aurait un 5e soleil en dessous. Alors, pour vous dire que le cercle ou le demi-cercle, ils le voient. Ils n'ont pas besoin de faire des calculs géométriques ou d'avoir été initiés à la géométrie pour le tracer. Et donc, faire un igloo, ils plantent le bout du fouet à chien avec un couteau à neige, et puis ils font un cercle, puis ils découpent les blocs. Donc,
un grand anthropologue, je pense, Leach, avait écrit « L'invention de la roue a pris des milliers d'années avant que les humains soient capables d'inventer la roue. » Bon, je veux bien la roue pour un véhicule, mais vous voyez, les Inuits sans écriture, qui ne connaissaient pas l'écriture avant que les missionnaires inventent les caractères syllabiques. Alors, 2 mots quand même. Le seul livre que j'avais emporté avec moi quand à 18 ans je monte à Croix-Artac, c'était Essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux de Marcel Mauss, qui a été considéré jusqu'à encore récemment comme le seul essai théorique jamais écrit sur les Inuits, où il opposait 2 grandes saisons dans l'année, à droite, saison hivernale avec automne-hiver, à gauche, saison estivale, printemps-été. Et il disait il y a une organisation sociale, familiale, d'hiver et d'été, différente. Un système économique différent. On partage tout pendant l'hiver. L'été, c'est un peu, on se disperse, il y a beaucoup de gibier, un peu chacun pour soi, c'est l'abondance. Et ainsi de suite. Il parlait des rituels, vie religieuse intense l'hiver. On se réunit, on fait des grandes fêtes collectives pour essayer de raviver la vie, réamorcer la vie. Et ça a été pour moi un outil précieux et j'ai tout fait. Il n'avait jamais mis les pieds chez les Inuits, mais il avait tout lu. C'était un homme qui parlait 7 langues, qui connaissait l'hindouisme, qui connaissait énormément de choses. Et plusieurs chercheurs qui étaient autour de lui, qui ont voulu vérifier ça sur le terrain, sont morts, dont Beuchat, qui accompagnait l'expédition canadienne 1913 et qui est mort, disparu dans les glaces quand le bateau qui les transportait a fait naufrage, écrasé par les glaces. Alors ça, c'est le premier schéma d'une série. Alors, avec mes découvertes, ce premier schéma, centré sur le fœtus. S'il peut changer, alors, quels sont, c'est un peu là, on entre dans l'ontologie. Vous voyez le fœtus au milieu, et ces 4 cercles qui sont des composantes et que j'ai représentés comme des cycles. Alors, à droite, le cycle féminin, et on voit à l'intérieur du losange sang. La mère fournit son sang et il pense qu'un caillot de sang bouche l'utérus, ce qui explique que les menstruations s'arrêtent et qu'on sait qu'on est enceinte. Mais on pense que le sperme va contribuer à faire ce bouchon, même si on pense que le sperme va plutôt servir à confectionner les os et à solidifier le fœtus. En bas, le cycle du gibier qui fournit la viande que mange la mère et qui va constituer à former la chair de l'enfant. Et en haut, le milieu surnaturel, le cycle des âmes. On sait déjà qu'une âme a décidé de revivre dans le fœtus et ça se sait par des rêves. Si on rêve à une personne décédée, la future mère, le futur père, c'est le signe, surtout si le défunt vient vous voir et vous demande à boire ou à manger, c'est qu'il veut revivre chez vous. Et donc, premier schéma important que je vais peu à peu raffiner et compléter au cours des années. Alors, là, vous voyez à nouveau le schéma, mais intégré dans le premier modèle, avec la naissance, et on fixe le sexe biologique. Si c'est un garçon qui naît, il faut très vite, si on veut le garder comme mâle, toucher son pénis pour qu'il ne se rétracte pas et que l'enfant se transforme en fille. Alors, bon, si c'est une fille, bon, je n'ai pas connaissance d'un rituel particulier, mais il y en a qui se transforment en garçon.
On pense que c'est une fille, et puis en fait, il peut y avoir une pseudo-fissure vaginale, mais qui peut ne pas en être une vraie, ou il peut y avoir un édème qui rend difficile. Vous savez, au CHUL, les formulaires de naissance, il y a 3 cases, mâle, femelle, indéterminé. Et ce sont mes étudiants à mon cours rapport femmes-hommes. Il y avait des infirmières qui sont venues, qui m'ont apporté ce questionnaire. Je dis, ah bon? Alors j'ai été au CHUL, j'ai rencontré le spécialiste de ces cas particuliers, qui est venu suivre des cours d'anthropologie d'ailleurs, un médecin, et qui était très à l'aise pour me parler, en particulier, de ce qu'on appelle des intersexes, et qui a un pourcentage de bébés qui naissent entre 1 et 1,5% des naissances, avec une ambiguïté génitale qui rend impossible de décider s'ils sont mâles ou femelles. Alors là encore, notre système est incapable d'intégrer des bébés comme ça. On est binaire, nous, il n'y a que mâle et femelle. Indéterminé, ce n'est pas reconnu par l'état civil. Dans nos codes, même en France, il y a eu un grand procès en cour de cassation au début du mois de mai de cette année pour trancher le cas d'un intersexe qui a 60 ans, après avoir épousé une femme. Ils ont adopté des enfants, puis à 60 ans, ils disaient il serait temps quand même. On l'avait déclaré comme mâle parce que ses parents auraient bien aimé avoir un garçon. Il a décidé de demander qu'on mette sexe neutre. En première instance, il a eu gain de cause. Il a dit je ne suis ni mâle ni femelle, je ne vois pas pourquoi on va me marquer l'un ou l'autre. Mettez-moi indéterminé. L'État a fait appel. C'est passé en cour d'appel d'Orléans. Orléans a cassé le jugement. Il est allé en cour de cassation. Il a dû recevoir de l'appui d'autres gens dans le même cas. La cour de cassation a jugé ça. Donc à chaque fois, c'est avec 1 an d'écart, vous savez, le temps qu'on prépare les dossiers. Et là, on le lui a refusé en disant le Code civil n'a que 2 sexes, mâle ou femelle. On ne peut pas, c'est à l'État, au pouvoir politique, de modifier le Code civil. Donc, alors dans un article qui est en train de paraître en France dans une revue, où on m'a demandé de traiter de toutes ces questions, ça s'appelle le 3e sexe social ou 3e genre. Je mets en note, espérons que le président Emmanuel Macron, qui a su casser le bipartisme dans le système politique français, saura se mettre à l'écoute des intersexes. Il y en a plusieurs, peut-être une centaine de millions vivant dans le monde, quand on prend les statistiques globales du monde. Alors, ce n'est pas un petit problème. Alors, vous voyez les limites de nos systèmes. Nos éminents juristes nous ont présenté tous les essais, mais on se heurte quand même à l'État, les constitutions, les conseils constitutionnels. C'est pas simple. Mais il faut... L'Allemagne a déjà reconnu, a accepté en 2013 de créer un sexe neutre, Unbestimmt, en allemand. L'Australie a fait ça, dans les pays scandinaves aussi. Mais la grande question, et un peu le drame, c'est que les courants des minorités sexuelles de Californie, avec Judith Butler, Défaire le genre, et ont donné ce mouvement queer, le mouvement LGTB, qui s'est répandu dans tout le Canada. Je pense qu'il y a même une antenne LGTB à l'Université Laval. McGill doit en avoir une, toutes les universités, peu à peu, et qui veulent convaincre le monde entier qu'il y a maintenant autant de genres qu'on veut, et on y met la sexualité, et donc chacun peut décider du genre qu'il veut, qu'il a, ou s'il veut changer, etc. Et je dis, c'est dramatique, c'est le grand désordre. Avant de décider des choses comme ça, il faudrait d'abord faire un inventaire de ce qui se fait dans le monde. Et le cas inuit me paraît tellement intéressant, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Ça peut avoir à voir avec l'anatomie, avec la morphologie, mais la sexualité, c'est tout à fait autre chose. Et nombre de gens travestis sont pères et mères de famille. Et même quand un petit garçon reçoit l'identité féminine, on va le fiancer 1 an ou 2 après
avec une petite fille qui, elle, a reçu une identité masculine. Ils ont compris qu'ils étaient complémentaires. Mais c'est magnifique. Ben, regardez autour de vous. Vous en rencontrerez. Il y a peut-être dans la salle, je ne sais pas, la moitié des auditeurs qui sont dans ce statut, pas d'intersexe, mais d'avoir été peut-être le favori de la maman ou la favorite du papa, et qui, dans la famille, on sait, ah ben oui, ça c'est la petite favorite du père. Eh bien, elle va suivre le père, elle sera peut-être une femme plus affirmée, au sens intellectuel, ou les femmes universitaires, les femmes ministres, les femmes politiques, les femmes militaires, les femmes qui s'élèvent dans la société, eh bien, il y en a. Eh bien, allez voir éventuellement leur conjoint. Et bien souvent, vous découvrirez qu'ils ont un conjoint ou une conjointe complémentaire. Ben voilà, c'est ça la vie. Comment se fait-il qu'après des milliers d'années d'évolution intellectuelle et tous nos grands discours, nos grands intellectuels, j'allais dire nos grands philosophes, on en est encore là, au point de ne pas savoir quoi faire, ou de vouloir transformer automatiquement les intersexes en petites filles, parce que c'est plus facile de couper quelque chose qu'on voit que de reconstituer quelque chose qu'on n'a pas. Et la doctrine médicale, que les médecins conseillaient aux familles désorientées quand elles ont une naissance de ce genre, transformez-la en fille. Puis ensuite, on lui donnera des hormones, et puis même s'il y a des caractères mâles, l'apparence sera sauvée. Vous imaginez? Mais c'est lamentable. Quand on voit des cas comme les Inuits, qui vivent avec, et qui, au lieu d'y voir une anomalie, de ne pas en parler, de le cacher, d'avoir honte, en font des gens, et pourquoi pas des chamans, des intermédiaires, parce qu'ils n'entrent pas dans les rails du binarisme, mais ils sauront résoudre les crises, parce que leur vie en est une, d'une certaine façon. Alors, très vite, voilà le modèle, excusez-moi, le modèle de base. Alors là, on voit, excusez-moi, rapidement, de la naissance au mariage, la fille devait être tatouée pour être une vraie femme et pour pouvoir se marier. Sinon, après la mort, quand elle serait en face de la maîtresse du soleil, celle-ci serait fâchée et pourrait enduire son visage de la suie qu'on récolte sous la lampe à huile. Une espèce de goudron plein de suie. Et il y a une nouvelle mode de revenir au tatouage. J'ai fait un film avec la dernière grande tatouée. Vous pourrez trouver sur Internet, vous mettez mon nom et vous mettez Iglulik, Nunavut, N-U-N-A-V-U-T. Et vous verrez ce film que j'ai fait en 77, Iglulik Nunavut. Donc 20 ans avant la signature du Nunavut, on en discutait déjà. Donc il y a des dimensions politiques, religieuses, et vous verrez les souvenirs intra-utérins de cette vieille femme, vous savez, qui fait le sourire en biais. Elle m'a raconté ses souvenirs intra-utérins. Je lui avais posé la question, as-tu entendu parler de gens qui se souvenaient de leur naissance? Elle dit, ça t'intéresse? Je lui dis, mais oui. Eh bien moi, puis je vais te raconter même ma vie d'avant, quand j'étais mon grand-père. Puis elle me raconte ses souvenirs quand elle était dans la tombe, en bloc de neige. Elle avait froid, elle avait soif, elle repousse le dernier bloc, et puis il décide d'aller dans la famille de sa fille, la mère de mon informatrice, et puis il se dirige vers son igloo, puis il voit sa fille qui sort pour aller vers un petit igloo qui servait de toilette pour aller faire pipi. Alors, il l'appelle, mais elle n'entend pas, puisqu'il est un mort. Elle ne le voit pas. Il voulait lui dire, c'est moi, j'ai soif, j'aimerais venir boire à la maison. Alors, elle entre dans son petit igloo, il la suit, elle avait déjà baissé ses culottes de peau, et puis la petite ceinture en lanière touchée par terre. Alors, il se baisse, il touche le bout de la lanière, et voilà qu'il se retrouve tout nu,
à l'entrée d'un grand igloo, enfin d'un igloo moyen, il y entre, il s'y installe. Alors elle me voyait. Le jour où j'ai entendu ça, les bras m'en sont tombés. Et elle me raconte sa vie pendant un certain temps. Et puis de temps en temps, un chien apparaissait à l'entrée de l'igloo et elle me dit, il avait la bouche fendue verticalement. Puis il crachait quelque chose et puis je m'en suis nourri. Et puis j'ai grossi. À droite, il y avait des outils féminins, à gauche des outils masculins. Puis l'igloo est devenu un peu petit. Puis il commençait à fondre. Alors j'ai décidé de sortir. Je prends d'abord les outils masculins. Ben, elle était le grand-père. Hein. Et puis je me suis dit, oh, la chasse aux morses va être dangereuse sur les glaces flottantes, je peux me noyer. Je vais prendre des outils féminins. Elle prend les outils féminins et elle force pour sortir. Et en sortant, son périnée se fend et elle se transforme en fille. Et elle naît, puis elle voit deux femmes qui faisaient du chamanisme à l'extérieur pour savoir pourquoi elle ne sortait pas encore, pourquoi l'accouchement ne se produisait pas. Alors, fabuleux, récit unique pour le moment, mais qui ouvre une réflexion fantastique et qui nous refait penser. Je pense que Gilles Vigneault a écrit dans le temps un monologue qui s'appelait « Le fœtus ». Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? En tout cas, je me trompe peut-être, mais c'était un monologuiste et je pense qu'on n'en avait pas tellement au Québec. Mais dans le monologue, je me souviens, le fœtus, au moment de sortir, se dit « Oh, j'ai pas envie de sortir, c'est plein de boucanes. » Et puis, autre réflexion un peu plus loin, « Oh, la chicane encore !» Il entendait des parents qui se disputaient à l'extérieur. Du coup, il n'avait pas envie de sortir. Alors que, dans le cas inuit, elle voulait sortir. Elle voulait vivre. Donc, je faisais entendre le monologue à mes étudiants, puis je leur passais après le récit d'Iradier. Alors, ça m'a fait complètement recentrer toutes mes recherches avec un axe. D'abord, le fœtus, 3 échelles. Le fœtus, l'igloo, bon, alors ça, écoutez, vous le lirez dans la publication qui suivra. L'esprit du lieu, vous avez un lien avec le lieu où vous êtes né. Quand vous changez de territoire, il faut faire un rituel parce qu'il y a un autre esprit qui contrôle l'autre lieu. Et on faisait une espèce de saut de la mort ou de pirouette de jouvence, comme dans les temps anciens, quand la mort n'existait pas, on se mettait debout sur la litière, puis on faisait une pirouette en avant et on redevenait jeune, mais jeune adulte. Et bien là, il y a comme ça des îles où quand on arrive sur l'île, où on n'est jamais allé, il faut se mettre à plat ventre, ramper comme un bébé et faire « onga, onga, onga », comme si on était un nouveau-né, pour que l'esprit du lieu croit que vous venez de naître et vous accepte. Sinon, il pourra faire en sorte que vous ne réussissiez pas à la chasse. Enfin, écoutez, ça me prenait un an dans mon cours pour raconter tout ça. Alors, je vais aller encore plus vite. Mais c'est une image. Mais ça aussi, c'est précieux. Dans l'ancien temps, la mort n'existait pas. Il y avait des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et elles allaient recueillir des bébés nés de la terre. Alors vous savez, on nous parle de la terre-mère, mais voilà la terre-mère, vous voyez le fœtus. Et cette femme partait à la recherche. Il paraît qu'il fallait... On trouvait facilement des filles, c'était plus dur de trouver des garçons. Bon, là encore, on peut y voir un peu de discrimination, mais enfin, bon, c'est la mythologie. Vous savez, dans la Bible, il y a eu Adam, et puis de la côte d'Adam, on a tiré Ève, donc c'est pas forcément mieux. Alors, j'intègre tout ça, lune, soleil, et voilà
qu'un jour, je découvre qu'il y a un axe. Et cet axe, donc vous avez l'utérus, l'igloo qui est le macrocosme de l'utérus, à travers son récit. Et l'igloo qui est le microcosme de la voûte céleste. Donc vous avez un tableau en 3 échelles où vous avez la cosmologie qui se réunit, et vous pouvez le prolonger en dessous par la même chose. Alors, vous avez les changements de sexe au niveau utérin. Ensuite, les enfants travestis, ça traverse l'igloo, ce que j'appelle un 3e genre. Et puis au-dessus, et ma thèse, c'est que c'est parmi ces gens, soit changés de sexe à la naissance, soit travestis, en raison de leur nom, que les vocations chamaniques survenaient. Chevauchant la frontière des gens, ils devenaient capables de chevaucher toutes les frontières. Frontières avec les défunts, frontières avec les animaux, frontières avec les esprits des animaux, les plantes, les oiseaux, tout, l'univers. C'est un tout interrelié et le chaman les utilisait pour résoudre les conflits, découvrir où était le gibier en cas de famine, où il organisait des confessions publiques. Et là encore, il y a des questions de droit, la protection de la vie privée, la protection de l'enfance. Tout ça, les Inuits, ça leur paraît très loin. Au contraire, il fallait avouer toutes ses fautes. Le droit au silence, mon Dieu qu'on en est loin. Et c'était le problème dans les procès. Quand un Inuk était accusé, mettons, d'avoir emmené une jeune fille se promener au loin, puis il l'avait violée, qu'il en était accusé, il paraissait, on lui relatait l'accusation, et le juge, avec interprète, lui demandait « Est-ce que tu reconnais ça ?» Et alors il commençait à dire « Mais oui, bien sûr », et puis « Mais c'est pas la seule », puis il énumérait 6 ou 7 fois où il avait fait la même chose. Le juge essayait de l'arrêter, mais le temps que l'interprète lui traduise, le juge, et c'est le juge Clich qui m'a raconté ça, c'est un fait réel qui s'est passé dans un village de Nunavik avec la cour itinérante. Il a suspendu la séance, il a réuni tous les anciens du village, et les anciennes, bien sûr, il leur a demandé « Qu'est-ce que vous feriez à ma place ?» Ils lui ont dit « Surtout, l'envoie pas en prison, il va revenir pire qu'il n'est. Confie-le nous, on va lui donner des tâches et on va s'occuper de lui. » C'était une affaire communautaire, ça mettait en question l'ordre social du groupe. Il s'en chargeait, il lui donnait une chance. On n'humilie pas dans un système ternaire. Dignité humaine. Et j'entendais j'étais ravi d'entendre ça, même quand on a tort, on a droit à la dignité humaine. Je ne sais plus laquelle de nos collègues nous a dit ça, c'est vous. Bravo. Et ça doit être un maître mot, mais avec une logique ternaire. C'est ça. Le chi chinois a son équivalent inuit qui est le sila. Le chi, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, mais certains certainement, ont déjà une connaissance du taoïsme. Il englobe, c'est le souffle cosmique, c'est ce qui anime l'univers, fait bouger les corps célestes, et il est présent dans tout ce qui est vivant, dans tout ce qui se meut. Il anime les saisons, il anime tout. Et au fond de chacun d'entre nous, on a une portion du chi. Pour les Inuits, à la naissance, vous encapsulez votre âme, c'est une miniature de vous qui est encapsulée dans une bulle d'air, enfin une grosse bulle, de l'air du jour de votre naissance. Si vous êtes né un jour de beau temps, eh bien autour de votre âme baigne quelque part dans le corps, vous avez cette bulle, et à l'intérieur de l'air de beau temps. Alors, quand il y a une tempête, et qu'on s'inquiète pour des pêcheurs, chasseurs qui ont été au large, qui ne sont pas revenus, on fait sortir. Et ça avait été le cas d'Irad-Lior, qui elle était née un jour de beau temps. Sa grand-mère lui dit, déshabille-toi, sors dehors, elle avait peut-être 11-12 ans, roule-toi par terre, plusieurs fois, et puis lève les bras au-dessus, il faut qu'ils te sentent, qu'ils te reconnaissent, tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que pour eux, le soleil tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il regarde vers le sud et pas vers le nord. Alors vous essayerez. C'est le même sens que nous, sauf que nous, on est braqués sur le nord. Et il doit dire, Silaga Nao, où est mon Sila?
pour qu'ils la reconnaissent, qu'elle est née un jour de beau temps. Chaque être humain est relié. Et là, la tempête s'arrête. Alors, elle était un peu frigorifiée, elle rentre, la grand-mère lui met tout de suite des vêtements chauds, et puis lui fait à boire. Voilà, c'est ça. Vous voyez, ce lien au cosmos, je trouve, ce sont des leçons de vie fantastiques. Alors, le tatouage, la dernière grande tatouée du Nunavik, elle vivait à Saint-Louis, la vieille Siupik. Puis il y avait aussi la vieille Ningiormani. Puis la mode revient. Et donc, le film que j'ai fait, maintenant, est utilisé pour convaincre les jeunes filles de se refaire des tatouages. Et il y en a plusieurs. Il y a une cinéaste inuite. Et une de nos anciennes étudiantes, Marie Bello, qui a une mère inuite et un père québécois, qui est maintenant avocate, qu'on a emmenée à l'ONU plusieurs fois. Elle est devenue conseillère du Premier ministre. Et la dernière fois que je l'ai vue, elle avait commencé par des tatouages sur les mains. Mais la vieille tatouée, j'ai un petit film là-dessus que vous pourrez voir donc sur Internet, tout son corps, elle s'est presque déshabillée. Ses cuisses sont chargées de tatouages, ses épaules, tous ses bras. C'est extraordinaire. Et elle disait, il fallait être comme ça pour être belle, pour plaire au soleil, pour plaire à la maîtresse des animaux marins qui regardait vos mains et vos doigts s'ils avaient de beaux tatouages. Or, la mode est venue chez nous. Et il y a des Inuits dans un certain temps qui commençaient à se faire tatouer sur le corps des numéros des joueurs de hockey de l'équipe, soit des Nordiques au début, soit des Canadiens. Alors, quitte à se faire tatouer, il vaut mieux reprendre les habitudes traditionnelles et c'est commencé. Et ça aussi, ça fait partie de la dignité de la culture. Il y en a des Européens qui vont en Polynésie réputés pour ces beaux tatouages. Alors, très vite, le kayak, il fallait un kayak pour se marier. Peter Hernert nous a dit qu'il fallait savoir faire un igloo pour se marier. La pointe du kayak, la proue, se dit Ushuuyark, en traduisant ce qui ressemble à un pénis. Si vous avez un kayak, que vous avez aidé à le construire et que vous savez l'utiliser, vous pouvez constituer une famille avec une femme. Alors, tout est symbolique. Alors, vous voyez, ce n'est pas une proue qui tombe toute flasque. Non, un pénis en érection. Pour eux, c'est la vie. Et surtout, c'est la reproduction de la vie. Alors, on est là, on baigne dans la vie. Et dans la vie, je dirais, le maître mot serait « Inou au cercle ». Lorsque les suicides a atteint ce taux incroyable de 11%, Peter nous disait 8%, mais moi j'ai eu le chiffre de 11%, les Inuits d'Igloolik rassemblés, mon fils se trouvait là-bas depuis qu'il a 4 mois, je l'emmenais au nord chaque année, et puis, il était là au moment du tournage du film à Tanarjuat, pour finir son mémoire de licence à l'UQAM, et il y a eu 2 personnes qu'il connaissait qui se sont suicidées. Alors il a dit aux autres, mais vous faites rien? Alors ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et lui venait quelques mois auparavant d'être admis à l'École nationale de cirque à Montréal. Quand il m'a appris ça, moi je ne l'avais jamais vu faire quoi que ce soit dans le cirque. Eh bien, il a réussi à passer le concours d'entrée en raison de ce qu'il connaissait des Inuits. Alors il a mimé un clown triste, vous savez, qui prend son bâton de pèlerin et puis qui va chercher ailleurs. Ça a plu, ils l'ont admis, il est devenu, j'allais dire, un sportif de haut niveau. C'est là que le Cercle du Soleil a été formé. Ils lui ont proposé, mais il a préféré le Cercle éloise, plus familial. Il a fait le tour du monde plusieurs fois. Et puis, il a dit à ses amis Inuits, formons un groupe. Moi, je vais vous aider avec ce que j'apprends au cirque. On nous apprend à exprimer nos émotions par le corps. Ah, quelqu'un avait soulevé dans les questions hier l'émotivité. Ben voilà, les artistes apprennent dans le théâtre, dans l'opéra, dans plein de spectacles par l'art à exprimer les émotions. Et c'est ce film-là, je pense, on vous l'annoncera plus tard, qui repassera demain dans cette salle. Comment, pour lutter contre la pauvreté
un de ses jeunes amis guinéens a fait la même chose avec des pauvres de son village, a créé une troupe de cirque qui opère au Québec. Et Art Cirque est la seule troupe de cirque inuit qui a été invitée aux Jeux Olympiques à Vancouver, qui a été invitée pour la médaille de diamant de la reine d'Angleterre à faire un spectacle dans les jardins de Windsor. Et le taux a considérablement baissé, même s'il y a encore des cas. Mais voilà le problème dramatique. Qu'est-ce que le suicide, si ce n'est la négation de la vie? La perte de repères. On ne sait plus qui on est. Et je renvoie à la magnifique prestation de Lisa Ropercoaluk ce matin, qui nous a montré que l'identité... Or, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des prénoms chrétiens. Bon, pourquoi pas? Mais le vrai nom inuit, il n'y avait pas de nom de famille, moi, quand j'ai travaillé chez les Inuits déjà pendant longtemps. Ça a été imposé, et puis quelques Inuits un peu éduqués chez les Blancs ont dit, mais il serait temps qu'on nous considère comme de vraies personnes, de vrais Canadiens. Alors là, on a imposé les noms de famille. Et puis on a forcé des gens à prendre, mettons, le nom du papa. Et il y en a certains qui ont refusé. Alexina Koublou, qui est maintenant une grande... Elle est à la fois, elle a fait des études de droit, elle est devenue juge de paix à Iqaluit. Elle est allée en justice pour garder son nom inuit à elle comme nom de famille. Elle a obtenu gain de cause, mais il a fallu payer. Peter Erner, qui était là, lui, il a fait réécrire à la façon inuit. On écrivait Peter, ben c'est devenu Pita, prononcé à la façon inuit. Mais il aurait pu rajouter, son vrai nom, c'est Tartok, cette femme qui réincarne. Enfin, le nom est quelque chose de primordial. On a cassé le système en voulant faire du bien, en voulant les reconnaître comme de vrais Canadiens, leur donner les mêmes droits. Mais vous voyez, le droit peut être pervers. Quand on pense que ça va leur faire du bien, ça va leur faire... Ils ont été beaucoup plus avancés que nous dans la gestion de la vie. C'est nous qui devrions nous inspirer d'eux, d'abord pour découvrir que chez nous aussi, on a des pratiques. Écoutez, Magella était le patron des naissances difficiles ici au Québec. Allez voir tous les ex-voto dans la Côte-Nord, dans chaque église, Saint-Gérard, Magella. Et j'ai connu des filles qui s'appelaient Magella, j'ai connu des garçons qui s'appelaient Magella. J'ai eu un collègue qui s'appelait Gérard et qui m'a avoué que sa mère avait fait un vœu à Saint-Gérard Magella, qui était devenu le patron des naissances difficiles. Vous imaginez, un moine. On l'avait accusé injustement de viol. Il a été emprisonné et il a eu, de façon mystique, il a éprouvé les douleurs de l'enfantement. Bon, il faut le faire, mais c'est quasiment du chamanisme chrétien, ça. Et il est devenu le patron, et allez voir, et le prénom Magella, il est fréquent. J'ai jamais lu aucune étude là-dessus, mais étudiez ça. Étudiez le rang de naissance quand on demandait à un prêtre d'être le parrain d'un des enfants. Il y avait une certaine influence pour que cet enfant ait la vocation religieuse. Alors je me suis intéressé à ça et mes étudiants m'apportaient un tas de données. C'est passionnant, mais rien qu'entre vous. Faites ça un peu, étudiez, faites de la réflexivité et ça vous ouvrira l'esprit tout à fait autrement. Alors je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas vous prolonger trop cette séance. Puis vous avez peut-être quelques questions. Si on a encore un tout petit peu de temps, j'y répondrai avec un grand plaisir. Merci.